Bonjour tout le monde, moi je vais vous parler de Helm, donc beaucoup plus rentrer dans le code, et de comment Helm nous permet de ne pas faire d'erreurs, et notamment comment vous pouvez transférer les techniques de Helm pour éviter les erreurs dans votre propre langage. Donc avant de commencer directement, je vous propose de voir comment je suis arrivé à Helm. Donc il y a un an, grosso modo, j'étais recruté par Doctolib, puis là c'est moi. Et en fait, chez Doctolib, on a un gros monolithe, donc une grosse codebase qui gère tout Doctolib, avec une base de données qui a toutes les données de Doctolib. Donc en fait, quand on ouvre cette base de données, il y a plus que 500 tables à l'intérieur, et donc c'est très difficile de s'y retrouver, et notamment savoir quelles tables communiquent avec lesquelles sur toutes les foreign keys, et ainsi de suite. Et donc, j'ai très vite cherché un outil pour m'y retrouver un peu mieux là-dessus. Et donc, quand on cherche ça, on trouve évidemment ce qu'on appelle des ERD, Entity Relationship Diagram. Et le problème de tous ces ERD-là, c'est qu'ils t'affichent l'ensemble du schéma. Et donc, quand on a 500 tables, on voit strictement rien. Résultat, au bout d'un petit moment, je me suis finalement décidé à coder mon propre outil, donc ça s'appelle Azimut. Et en fait, cet outil-là, c'est tout simplement ce que j'appelle un ERD interactif. Ça permet d'afficher les tables qu'on veut, et puis de naviguer dans le schéma, et ainsi de suite. Et donc en codant ça, j'ai voulu le faire complètement front pour des questions de privacy. Et donc on parse le schéma d'une base de données dans le navigateur et on l'affiche dans le navigateur et on navigue dans le navigateur. Du coup, normalement c'est JavaScript pour coder en front, mais moi je cherchais un langage qui ne fasse pas d'erreur et j'avais Helm en tête parce que ça faisait un moment que j'en entendais parler. Donc j'ai finalement choisi de tester Helm pour ce projet Azimut. Donc au cas où ça vous intéresse, Azimut est disponible en ligne, c'est sur azimut.app, donc c'est pas le sujet de ce talk-là, mais au cas où ça vous intéresse. Du coup, parlons de Helm. Donc Helm, c'est vraiment un langage orienté sur le côté secure et pas d'erreur. Typiquement, quand on regarde sa homepage, on voit qu'il insiste sur Reliable Web Application, un No Runtime Exception, un Fearless Refactoring. Donc c'est vraiment quelque chose de hyper présent dans Helm, ce côté-là. Et même dans la doc, ils disent User do not see runtime error in practice. Donc les utilisateurs ne voient pas d'erreur en pratique dans les applications. Et donc c'est vraiment quelque chose d'hyper mis en avant. Donc comment c'est possible? Moi c'est quelque chose qui m'a vachement attiré de savoir comment on fait pour ne pas avoir d'erreur dans un langage. Je n'avais jamais eu ça avant, j'avais pourtant fait de la programmation fonctionnelle avec des types statiques en ce cas-là, mais je n'avais pas ça. Donc tout d'abord, il faut bien comprendre une grosse différence entre bug et erreur. Donc typiquement, bug, c'est l'application qui ne fait pas ce qu'on veut, et donc on estime que c'est un bug parce qu'on n'est pas content de ce que fait l'application. Et ça, évidemment, il n'y a pas de méthodologie magique qui permet d'éviter ça. Ce dont Helm parle, c'est des erreurs, c'est-à-dire des comportements non prévus par le développeur. Donc c'est-à-dire, grosso modo, ce n'est pas le développeur qui a fait une erreur et qui a mal codé ses choses. Enfin, il a fait une erreur, mais c'est juste qu'il ne s'attendait pas à quelque chose. Et donc, en fait, vu qu'il ne s'y attendait pas, il y a eu un comportement inattendu. Et donc c'est ça que Helm va nous aider à éviter. Donc en fait la vraie promesse de Helm, c'est d'éviter toutes les erreurs qui sont plutôt techniques. Et du coup, dans notre application, il ne restera plus que des bugs métiers, donc c'est-à-dire un mauvais algorithme, des mauvaises combinaisons de data et ainsi de suite, mais pas de choses inattendues par le développeur. Donc spoiler alert, en fait, tout ça, c'est fait uniquement par une astuce, c'est-à-dire traiter les erreurs comme des valeurs normales. Donc une fois que toutes les erreurs sont des valeurs normales, il n'y a évidemment plus d'erreurs, il n'y a que des valeurs normales. Donc on va voir comment ça se passe. Donc tout d'abord, l'erreur la plus répandue, que j'imagine vous avez régulièrement, c'est les null pointer exception, les undefined is not quelque chose. Et c'est ça quand on a un pointeur vide, donc nul, undefined, nil en fonction des langages, qui peuvent arriver de plein de manières différentes. Donc quand on accède à un attribut qui n'existe pas, par exemple en JavaScript, ou qu'on accède en dehors du tableau d'éléments, ou quand on accède dans une hashmap à une clé qui n'existe pas. Souvent, les langages vont renvoyer nul, ou undefined, ou nil, ou quelque chose en fait qui représente rien. Et en fait, cette chose qui représente rien a un comportement très différent de ce qu'on aurait si on avait eu un match là-dessus. La première chose qu'on peut mettre en place, et que Helm fait, c'est de mettre des types statiques. C'est-à-dire que tous les types et toutes les propriétés et toutes les fonctions sont connues à l'avance au moment de la compilation. Et donc, le compilateur ne nous laisse pas exécuter le programme si jamais on a une erreur là-dessus. Donc du coup, ça permet de garantir qu'on n'ait plus un certain type d'erreur. Et notamment, Helm propose de l'inférence de type exhaustive, c'est-à-dire qu'on n'a pas besoin de mettre
des types d'écrire nous-mêmes les types, ils sont automatiquement inférés par le compilateur. C'est plutôt conseillé de les écrire soi-même aussi, mais c'est pas nécessaire. Donc du coup, ça enlève toute une catégorie d'erreurs là-dessus. Donc typiquement, dans votre langage, vous pouvez rajouter ça. Donc typiquement, en JavaScript, vous avez TypeScript, en Ruby, vous avez Sorbet, en Python, vous avez la proposition 484, et en fait, dans pratiquement tous les langages qui n'ont pas de type, vous avez souvent une alternative pour rajouter des types. Donc ça, c'est la première technique. Par contre, cette technique, elle ne nous empêche pas d'avoir des index en dehors des tableaux ou des dictionnaires qui n'ont pas la clé demandée. Et là-dessus, on va avoir besoin d'une autre technique. Donc typiquement, en JavaScript, ici, si on a un tableau de 3 éléments, si on demande un index 4, bon, on va avoir undefined. Ça, c'est pas terrible. Du coup, en Helm, ben voilà, les slides ne passent pas. Enfin, il y a un petit... un petit glitch. Grosso modo, on a un type maybe qui a soit just a, et donc du coup, ça c'est un élément qui a une valeur à l'intérieur, et a c'est un type générique, donc il peut avoir n'importe quel type à l'intérieur. Soit la chose qu'on ne voit pas juste en dessous, c'est nothing, c'est-à-dire une valeur qui contient rien. Donc maybe c'est soit une valeur un type qui contient une valeur, soit un type qui contient rien. Et donc une fois qu'on a ce maybe, on peut l'utiliser à la place de undefined. Donc, par exemple, en Helm, si on a une liste de 3 éléments, en fait, on ne peut pas directement accéder à un index. On va pouvoir, par exemple, avoir une fonction drop qui enlève un certain nombre d'éléments devant. Donc là, on lui demande d'enlever 4 éléments. Bon, il va pouvoir en enlever que 3, mais c'est pas grave, on va quand même avoir une liste vide à la fin. Puis ensuite, on peut accéder au premier élément. Mais si le premier élément, ça ne va pas être le premier élément directement, donc ici 0, mais si c'était le cas, ce serait 1. Ça va être un maybe de cet élément-là. Donc ici, on va avoir un nothing à la place de undefined. Donc ensuite, le maybe, on va pouvoir le traiter. Donc par exemple ici, avec la fonction withDefault, qui permet de soit récupérer la valeur qui est dans le just, soit de renvoyer la valeur qu'on a donnée au withDefault, donc ici 0. Donc ici, j'ai 0, et donc potentiellement, pas d'erreur. Dans tous les cas, mon 0, il va continuer sa vie d'avoir undefined. Donc typiquement, il y a plusieurs fonctions dans maybe. Première qui est withDefault, et puis qu'on vient de voir. Une autre qui est map, donc qui permet de transformer la valeur à l'intérieur du maybe sans avoir à se préoccuper si c'est un just ou un nothing. Et pareil, le unzen qui permet de combiner plusieurs maybe ensemble pour avancer sans avoir à sortir et à vérifier si le maybe est un just ou un nothing. Et donc ça, typiquement, en renvoyant dans le langage, donc c'est-à-dire au plus bas niveau du langage, donc du coup dans toutes les librairies au-dessus, uniquement des nothing, des maybe à la place des nuls ou des undefined, du coup on n'a plus aucune erreur de nul nulle part. Donc typiquement dans votre langage, pareil, vous pouvez bannir les nuls ou les undefined ou les nils. C'est un petit peu lourd, mais c'est possible. Donc typiquement introduire une classe qui pourrait s'appeler maybe ou option en fonction des langages. Dans ce cas-là, ça s'appelle option en Java aussi. Et ensuite, faire en sorte que toutes les fonctions de votre langage ou de vos librairies que vous utilisez ne renvoient plus des nuls et donc les mettre dans des wrappers pour du coup réécrire les fonctions qui renvoient nuls pour leur faire envoyer des maybe. Donc soit dans des wrappers, soit dans du monkey patching par exemple en Ruby ou en JavaScript. Et donc là-dessus, effectivement, c'est un gros effort au début à faire, parce que faut pas en louper, mais bon, ça peut être intéressant. En tout cas, très souvent dans le langage, il y a déjà des librairies qui existent avec maybe, donc vous pouvez les trouver. Une autre grosse source d'erreur, finalement, c'est d'avoir des mauvaises données en entrée, c'est-à-dire que, que les données viennent d'un utilisateur, de notre base de données, d'une API externe ou d'un fichier. Alors, il se peut que les données qu'on attend ne correspondent pas aux données qu'on reçoit. Typiquement, un utilisateur qui tape un texte au lieu de taper un nombre, ou un champ qui manque dans une API, ou ainsi de suite. Et donc, ça, évidemment, on ne peut pas le garantir. On ne peut pas avoir des contraintes sur les systèmes externes, donc on va devoir les gérer. Donc en fait, ce qu'on peut faire pour les gérer, c'est d'être garanti d'avoir quelque chose qui garantit de les gérer. Et donc notamment ici, par exemple, ce type result, qui ressemble vachement au maybe, et qui a soit deux sous-types, un qui est OK avec une valeur, donc value ici c'est un type générique, qui peut avoir n'importe quel type, soit error avec une valeur error qui là aussi un type générique. Donc du coup on peut avoir deux résultats avec n'importe quelle valeur intérieure, le type est générique. Donc qu'est-ce que ça donne? Par exemple en Helm, quand on va vouloir parser par exemple un JSON dans une structure user, donc ici la première ligne, vous voyez type alias user qui a un nom et un rôle. Et en fait la ligne intéressante c'est le parse user ici, on va prendre la string du JSON en entrée,
Et on ne va pas renvoyer un user parce que, évidemment, n'importe quel string ne correspond pas forcément à un user. Mais on va renvoyer un result de soit user, donc ça c'est quand ça a bien marché, soit un décode.error qui va nous permettre d'expliciter l'erreur qu'il y a eu. Donc si le décode.error c'est une structure assez complexe, enfin en tout cas assez riche, qui permet de savoir exactement là où il y a eu un problème. Et donc du coup à l'utilisation, on va pouvoir faire notre string parse user, et donc on va devoir vérifier si c'est un OK, du coup je peux faire ce que je veux avec mon user, et si c'est un error, je peux faire ce que je veux avec mon erreur. Bon, donc ici je renvoie des strings, mais clairement il n'y a pas de possibilité d'oublier le cas où le JSON n'est pas correct là-dessus. Et donc de la même manière que maybe, Result a aussi des fonctions qui permettent de l'utiliser, donc typiquement un withDefault, donc il a exactement le même fonctionnement, c'est-à-dire qu'il va renvoyer soit la valeur de succès, soit la valeur par défaut qu'on lui aura donnée, soit un map qui permet de transformer la valeur de succès, soit un map error qui permet de transformer la valeur d'erreur, il y a aussi un end et ainsi de suite, pour travailler avec ce résultat-là sans forcément devoir vérifier de quel sous-type il est. Donc voilà, donc ça fait deux grosses sources d'erreurs qu'on peut éviter, mais en fait, il y a aussi beaucoup d'autres types d'erreurs, comme par exemple si on initialise des variables dans un mauvais ordre, s'il y a des race conditions, donc c'est-à-dire deux exécutions parallèles qui ne s'exécutent pas toujours exactement de la même manière, ou de la concurrence, ou ainsi de suite, il y a beaucoup de types d'erreurs. En fait, Helm, c'est un langage pour faire des web applications, donc côté front, et en fait, ils ont pris un parti pris assez fort, c'est-à-dire de faire un peu ce que j'appelle le minimum viable language, donc c'est-à-dire un langage très minimaliste, avec uniquement le nécessaire. Et donc en fait, par rapport à beaucoup d'autres langages, il y a beaucoup moins de fonctionnalités dans Helm, ce qui a un avantage hyper intéressant, qui est très facile à apprendre, et qu'on peut difficilement faire du code hyper complexe, en tout cas on lit très facilement du code Helm, et aussi que, par effet de bord, beaucoup de fonctionnalités dangereuses qu'on a dans beaucoup de langages, du coup, n'existent pas, alors dangereuses mais puissantes aussi potentiellement. Donc, par exemple, on n'a pas de lazy, donc on ne peut pas initialiser de manière lazy des éléments. Il n'y a pas d'asynchrone en Helm, tout passe par le cycle de vie de l'application Helm, mais on ne peut pas faire d'asynchrone. Il n'y a pas de concurrence, donc on n'a pas plusieurs threads en même temps. Bon, ça, de toute façon, c'est une limitation du navigateur et de JavaScript. On n'a pas d'immutation et on n'a pas d'effet de bord, donc effectivement, c'est un langage de programmation fonctionnelle pur. Donc ça élimine énormément de sources d'erreurs. Et enfin, malgré tout ça, il peut toujours y avoir des erreurs. Donc typiquement, si on modifie le DOM de manière externe à Helm, il sera un petit peu perdu. On peut toujours faire des boucles infinies, on peut toujours avoir plus de mémoire sur son ordinateur. Mais en fait, toutes ces erreurs-là, finalement, elles arrivent pratiquement jamais et on ne s'en préoccupe pas et on ne les ajuste pas, en fait. Donc c'est pour ça qu'ils disent en pratique on ne voit pas d'erreur, c'est parce qu'on peut toujours théoriquement en avoir, mais en pratique on n'en a pas. Conclusion, donc après à peu près 6 mois de code sur Azimut et plusieurs dizaines de milliers de lignes là-dessus, qu'est-ce que j'en pense? Pour moi les promesses sont clairement tenues. Je suis hyper satisfait de l'utilisation de Helm et notamment je trouve que cette promesse de pas d'erreur est clairement tenue. Alors j'ai quand même eu des erreurs, mais ce n'est pas des erreurs liées à Helm, donc typiquement des erreurs CSS. Donc, par exemple, le transform origin, j'utilise beaucoup de transformations dans Azimut pour afficher les tables. Je pensais que l'origine était top left et en fait c'était au milieu. Et donc du coup, forcément, tous mes calculs n'étaient pas bons et je n'avais pas les bonnes transformations. J'avais juste à changer la propriété CSS pour fixer l'origine en top left. Pareil, le Zendesk, j'ai eu des comportements un petit peu bizarres dans des arbres de DOM différents. Ça, pareil, M peut pas grand-chose. Ou typiquement sur les événements de clic, on a plusieurs coordonnées, donc pour la page, pour le client et pour le screen. Et donc ça, si j'utilise les mauvaises, je n'ai pas les bons résultats. Et effectivement, Helm n'y peut pas grand-chose. Donc en conclusion, moi pour avoir bossé pas mal avec d'autres langages avant en essayant de reproduire ça, on ne peut pas reproduire exactement l'expérience de Helm dans les langages, dans d'autres langages. En revanche, on peut s'en approcher. Personnellement, j'ai testé en Java, en Scala, en Ruby et en JavaScript. Et donc, en fait, on peut largement améliorer notre quotidien là-dessus, notre gestion de bugs. En revanche, c'est clair que ça a un coût de mise en place, en partie technique, où il faut mettre en place plus de choses, mais surtout dans les habitudes à changer. Pour moi, c'est un petit peu plus facile parce que j'ai déjà ces habitudes-là, donc j'essaye de les mettre dans ces langages-là. Pour les gens qui n'ont pas les habitudes, c'est clair que ça peut être assez lourd et assez complexe. Mais personnellement, moi, je trouve que ça vaut le coup, mais ça, après, c'est à chacun de juger. Merci à tous, et si vous avez des questions, je serai ravi de les prendre.
On a une question dans le chat qui nous demande, sans un sync, en fait, comment tu fais pour les appels réseau qui peuvent être longs, si tu as des calls HTTP, à des services, etc., qui peuvent mettre du temps, bah, tu gères ça comment? Typiquement, c'est ce que j'ai dit en un demi-mot, parce que j'avais pas le temps, c'était pas le sujet du talk. Mais grosso modo, toute la partie async n'est pas gérée dans le langage Helm, elle est gérée dans l'architecture Helm. C'est-à-dire qu'il y a, un peu comme dans React et dans Redux, on a un modèle qui va générer une vue, et ensuite depuis la vue, on peut générer des actions, et une fois que les actions passent, ça va arriver dans un update qui va permettre de modifier le modèle. Et en fait, quand on veut faire une action asynchrone, donc par exemple faire une requête HTTP, ce qu'on va faire, c'est qu'on va envoyer une action au runtime Helm. Donc ça, c'est une action synchrone. Et ensuite, Helm va faire la requête. Et quand la requête va être finie d'exécuter, il va nous renvoyer un message dans le update pour nous dire « ça y est, j'ai le résultat ». Donc en fait, au niveau du langage, de ce qu'on peut utiliser en tant qu'utilisateur, il n'y a pas du tout d'asynchrone. En revanche, effectivement, au niveau du runtime et de l'exécution, on a des échanges de messages. Et de la même manière, Helm communique en JavaScript par message. C'est un peu comme un système d'acteurs, c'est-à-dire on peut envoyer des messages de manière synchrone, et puis après on peut recevoir des messages de manière synchrone, mais le cycle entre le message envoyé et le message reçu, lui, il est asynchrone par contre, parce que ça passe par le runtime Helm. Il y a une autre question aussi qui est de... finalement, le langage est assez minimaliste. Donc, si tu veux faire des choses un peu plus poussées, où tu peux avoir besoin de peut-être de dépendances externes, etc., est-ce que tu y as trouvé ton compte? Comment ça se passe un peu au niveau de l'écosystème? Ouais, donc effectivement, le langage est hyper minimaliste, et en fait, ça permet de se rendre compte qu'il y a beaucoup de choses finalement dont on n'a pas besoin, en tout cas pour faire du front. Au niveau de dépendance externe, donc Helm, vu que Helm a cette énorme garantie de ne pas avoir d'erreur, ils ont fait le choix en même temps d'avoir un écosystème pas basé sur JavaScript, mais uniquement sur Helm. Donc ils ont aussi une gestion de package uniquement Helm, ce qui permet d'avoir une cohérence globale de l'écosystème et de ne pas avoir des erreurs de librairie JavaScript qui pourraient intégrer Helm. Moi, personnellement, j'ai eu des petites difficultés au début pour trouver une librairie pour faire de l'UI. Au début, je suis parti sur Bootstrap, en mode pur HTML. Ça n'a pas été un gros succès. Et là, je viens de terminer pour Azimut une migration sur Tailwind. Donc, je l'ai essayé avec différentes librairies. Et là, je suis sur du Tailwind de base, on va dire. C'est-à-dire, j'ai la librairie Tailwind, et puis dans mon Helm, je génère du HTML avec des classes. Et donc j'ai pas de souci. Pour tout le reste, après, j'ai pas eu de problème. En fait, Helm est un petit écosystème, mais c'est un écosystème hyper qualitatif. Donc il y a souvent une lib qui fait bien le taf, plutôt qu'en JavaScript 50 libs dont il faut évaluer les choses. Si on n'est pas content du lib, c'est un peu compliqué en Helm. Mais pour l'instant, j'ai eu tout ce que je voulais. J'ai pas eu de soucis.